Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse, je téléphonerai à Laurent Baillot, fondateur et directeur artistique de l'association Mômes du Monde. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film d'animation Terra Willy et je recevrai Aurore Menu pour nous parler du nouveau rendez-vous mensuel Hors contrôle, la boum des enfants. Livre, je vous présenterai Une enfance brisée de Cathy Glass chez Archipoche. Et en dernière partie d'émission, je recevrai en invité d'honneur Annelise Pernotte pour nous parler de son guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque aux éditions Erol. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Laurent Baillot. Allô? Oui, Laurent Baillot? Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Oui, bonjour Eric. Enchanté. Alors vous êtes fondateur et directeur artistique de l'association Mômes du Monde. Pouvez-vous nous présenter l'association et quelle est son histoire? Écoutez, moi l'association c'est une structure que j'ai montée en novembre 2008, le 3 novembre 2008. Donc on a pour objectif de créer un lien entre l'art et les enfants en difficulté sociale. En résumé, on intervient sur 3 axes. La mise en place d'ateliers créatifs, la réalisation de projets artistiques, comme des CD, des livres, des clips, des documentaires, et l'organisation de voyages solidaires depuis maintenant 4-5 ans. L'association est composée de bénévoles non rémunérés, qui avancent avec le cœur et l'envie de donner. Ce qui vous unit, c'est avant tout l'humanité, l'amour et le partage, c'est ça? Exactement, ouais. C'est vraiment, nous depuis 10 ans, on avance en total bénévolat. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'objectif de l'association, d'avoir des gens qui s'investissent par envie et qui aiment initier en fait aux enfants tout simplement. Cette notion de bénévolat est très importante pour nous, malgré que voilà, on travaille sur un tour du monde depuis 3 ans maintenant, donc forcément on a besoin de moyens et on va avoir besoin de moyens. Mais c'est vrai que voilà, le but de l'association, c'est composer des équipes de bénévoles chaque année, rester assez petit pour avoir ce contrôle en fait de cette notion de bénévolat qu'on met toujours en avant. Oui. De quel constat est née cette association? Pourquoi avoir eu envie de créer cette association? Voilà, en fait, moi je suis issu du milieu artistique depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc je suis dans la musique, je suis graphiste de métier. Et en fait, je suis parti sur l'écriture d'un morceau un jour qui s'appelait Mômes du Monde, que j'ai développé petit à petit en projet musical, et puis que j'ai développé petit à petit en association. Oui. Voilà, en fait, comment est parti Mômes du Monde. Donc c'est parti d'une image. Je fonctionne beaucoup en image. Même Humanity, ce tour du monde est parti d'une image. C'est une idée que j'ai voulu développer et qui en est là aujourd'hui. On va parler maintenant du projet Humanity, le documentaire de 26 minutes d'images et de témoignages réalisé au Brésil en totale indépendance et sans aucune aide financière. C'est toujours l'amour qui fait tout. L'amour. Comme une fresque aux multiples couleurs, une mère qui porte les mômes du monde, portrait d'un seul visage qui brille, humanité de demain. Bomdia, nous y sommes, bienvenue à l'autre bout du globe. Marché en ombre, chaleur pesante, musique de fond et klaxon. Tempo d'une vie où des bruits est au premier plan, commerce de l'ombre et artisan, sculpteur de pierre, peintre, tisseur de paille et vendeur de rêves. Déjà Humanity, c'était un projet qui était à la base sur une année et on devait faire les 4 continents.
On nous a promis pas mal de choses, on a travaillé avec des gens, puis ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Donc du coup, j'ai décidé qu'on allait quand même le faire. Donc on est parti, j'ai monté une équipe de 7 personnes, on est parti près de Fortaleza, dans un centre qui s'appelle l'Educandario Eunice Weaver. Et en fait, on s'est investi principalement dans cette structure où, comme je disais au début de notre conversation, on a proposé une palette d'ateliers artistiques. Et voilà, en fait, on a réalisé un documentaire par rapport à ces actions, tout en recueillant les témoignages aussi des personnes qui s'investissaient dans le centre. Ça nous paraissait super important. Et en mettant les enfants en avant, quoi. Ce qui reste le but, en fait, de l'association et de ce documentaire. Oui. Je voudrais qu'on parle un petit peu du centre également. Alors, le centre, il a été créé en 1937, il me semble. Oui. Voilà, c'est un centre qui s'occupe qui propose aux enfants des activités extrascolaires, en gros. Oui. Voilà, donc c'est des enfants qui sont en difficulté sociale, hein, donc soit qui ont un des deux parents, soit qui en ont plus. Et voilà, il y a toutes les valeurs de l'éducation qui sont aussi partagées là-bas, pas mal d'activités qui sont proposées. Voilà, enfin, ça a été un centre, nous on a été très très bien accueillis. Oui. Et c'est un centre, moi, personnellement, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Je pense aussi beaucoup à Mazé, qui est la maman un peu de ce centre, Oui. puisqu'elle s'investit là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, ouais, enfin, moi, c'est une structure qui m'a beaucoup touché, en fait, et puis ça s'est super bien passé. Donc, le centre est situé près de Fortaleza, dans le nord-est brésilien, hein, c'est ça? Oui, entre Fortaleza et Maranguape. Déjà, nous, on a principalement travaillé avec cette structure. Oui. Malgré qu'on soit parti en road trip après quelques jours dans le nord-est. Mais c'est vrai que voilà, comme on est resté quasi 4 semaines là-bas, oui, c'était vraiment un hommage en fait qu'on voulait faire. Nous, c'était notre premier documentaire aussi. Donc c'était entre guillemets un coup d'essai. Et puis voilà, ça me semblait logique de faire ça. On retrouve Laurent Baillot de l'association Mômes du Monde juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Laurent Baillot de l'association Mômes du Monde. Pour rester sur Humanity, alors quel est le but de ce documentaire? Le but de ce documentaire, c'est déjà valoriser l'enfant. Oui. Voilà, donc ça reste l'objectif principal de l'association. Donc on essaie de les valoriser par l'art. Le but de ce documentaire, c'est aussi montrer à différentes personnes qu'il y a différents schémas. Voilà, on est dans un schéma, on est en France pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi d'autres schémas à l'étranger. Donc on est axé en fait sur ce mélange de cultures qui est très important pour nous. Et puis le but de ces documentaires, c'est de devenir des outils pédagogiques par la suite. Il est important pour nous aussi de montrer que notre démarche en fait est relativement simple, puisqu'en fin de compte, aller à l'autre bout du monde, c'est pas non plus très très compliqué. Moi j'ai toujours dit que notre démarche n'est pas exceptionnelle non plus. Donc si on peut entraîner d'autres gens, Oui. avoir l'envie de faire ça ou aider sur plein de domaines très différents. Je pense qu'il y a plein de domaines où l'humain peut intervenir. Je pense que voilà, ça sera super et ça sera plus ou moins un pari gagné pour le monde du monde. Dans votre documentaire, un petit garçon interviewe un homme et lui pose la question suivante: que ferait-il pour un monde meilleur? Laurent Baillot, que répondriez-vous à cette question? Moi, je pense qu'il faut s'aimer en fait. Ouais. Voilà, pour un monde meilleur. Je pense que la base de tout, c'est l'amour. L'amour est le cœur du monde et le cœur de l'humanité en fait. Bien sûr. Donc pour moi, on est tous égaux, on est tous à la même hauteur en fait. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Voilà, en fait, et ça c'est important pour nous. Alors vous avez également réalisé un portrait rêve enfant à Canoa Quebrada, toujours au Brésil, intitulé Le Petit Pêcheur. Alors dites-nous-en un peu plus. Alors en fait, on est parti avec une personne qui s'appelle Johan Martino. C'est un réalisateur qui a l'habitude de faire pas mal de documentaires et qui est parti dans la région de Canoa Quebrada. C'est une célèbre plage en fait dans le nord-est. Oui. Et puis il a eu l'idée en fait de mettre un enfant en avant via un portrait. Donc il est tombé sur un petit garçon de 6 ans, je crois, qui s'appelait Apollo, Oui. Qu'il a mis en avant en fait à travers un portrait de 6-7 minutes qu'il a magnifiquement réalisé d'ailleurs. Et nous en fait pas une petite production, mais c'est vrai que c'est des réalisations qu'on veut aussi attacher à nos documentaires à chaque fois qu'on va partir dans un pays. Donc au Cambodge, on a réalisé un autre portrait d'enfant qui va arriver, je pense, d'ici 1 ou 2 mois, qui s'appelle Le Petit Professeur. Voilà, en Afrique, on va partir sur un autre portrait d'enfant, etc., etc. C'est plus ou moins une série en fait qu'on a envie de. Voilà, il y a 7 séries de documentaires Humanity.
qu'on va développer dans chaque pays. Et à côté de ça, il y a un enfant à chaque fois qu'on mettra en avant sous un portrait en fait par rapport à son rêve, puisque je trouve que ça colle super bien à l'association et que voilà, c'était un concept que j'ai envie de poursuivre. Comment peut-on soutenir l'association ? Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir vous aider ? Alors l'association, de toute façon, on commence à communiquer de plus en plus sur ce tour du monde. Donc on va avoir besoin d'aide, hein. C'est des voyages qui sont assez conséquents. Ouais. On s'est financé nous-mêmes en fait, hein. Chacun s'est financé son voyage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on part avec des professionnels, on a des équipes de professionnels partant à l'étranger s'investir. C'est des réalisations qui nous demandent beaucoup de temps, autant sur un travail en amont qu'un travail après de montage, de réalisation artistique, plus le travail de communication après. Donc nous aujourd'hui concrètement on a besoin de partenaires, on a besoin de fonds. On va lancer une grosse collecte, je pense, sur KissKissBankBank d'ici 1 ou 2 mois. Oui. Donc on va demander du soutien aux gens. Et puis voilà, de toute façon les gens peuvent nous suivre sur notre site internet, mondedumonde.com. Voilà, on essaie d'être présent au niveau de l'actualité. Voilà, de toute façon on est un peu partout. Si les gens nous tapent un peu sur le net. On est aussi sur le site Hello Asso, donc il y a la possibilité de faire des dons réguliers ou pas pour Monde du Monde, pour toutes les actions qu'on entreprend. Très bien. Je vous remercie Laurent Baillot, merci beaucoup. Très bien, merci Eric. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site de l'association Mômes du Monde dans le podcast de cette émission. À présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Terra Willy, un film d'animation et d'aventure français d'une durée de 1h30, sorti le 3 avril dernier, avec entre autres les voix de Timothée Van Dorp, Édouard Baird et Marie-Eugénie Maréchal. Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l'espace. Sa seule capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu'à l'arrivée d'une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils se sont liés d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, de sa flore, mais aussi de ses dangers. Découvrons ensemble la bande-annonce. Ce soir, on commence le voyage retour vers la Terre. C'est génial, je vais bientôt revoir mes copains. Un champ d'astéroïdes. On risque d'être séparés pendant un moment. Bonjour, monsieur William. Je suis votre module personnel de survie en cas d'atterrissage forcé sur une planète inconnue. Salut. Je suis un explorateur et je dois prendre en photo tout ce que je découvre. Il y a tout ce qu'il faut dans la capsule pour survivre. Salut. Pourquoi t'as fait ça ? Ce ne sont pas les créatures les plus grosses qui sont les plus dangereuses. Parfois si. Courez. Montez, monsieur William. Ma batterie s'est presque entièrement vidée. Je vais devoir vous quitter pendant quelque temps. Quoi ? T'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber. Fiez-vous à monsieur Flash, il connaît très bien cette planète. Quand est-ce que vous venez me chercher ? Terra Willy, un film à découvrir en famille au cinéma. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Je reçois à présent Aurore Menu pour nous parler du nouveau rendez-vous mensuel hors contrôle, la boum des enfants. Bonjour Aurore Menu. Bonjour Eric. Alors vous êtes à la fois productrice et directrice artistique des événements Les Doigts dans la prise. Après 2 premières booms pour les enfants couronnées de succès, Les Doigts dans la prise s'associent à Ground Control pour créer un nouveau rendez-vous mensuel hors contrôle, la boum des enfants. Alors parlez-nous de cet événement. Tout à fait. Alors, ça fait 1 an que moi et mon collègue Alexis et d'autres personnes, en fait, nous sommes entre guillemets de jeunes parents et on a tous constaté quelque chose quand même qui était un petit peu, qui commençait un petit peu à nous embêter à Paris, c'est que il se
passe beaucoup de choses pour le jeune public, mais c'est assez difficile de laisser une place aux parents et de ne pas en faire que des accompagnateurs. Donc on avait envie de créer un rendez-vous où les parents pourraient aussi se retrouver leurs amis, retrouver les enfants de leurs amis, et on a monté pour ça les doigts dans la prise. Voilà. Donc on avait commencé au cirque électrique avec des événements où on mêlait contes, concerts, ateliers sportifs, ateliers plastiques, et puis déjà une boum. Voilà, donc ça c'était l'année dernière, et cette année on a commencé à organiser une première boum à Grande Contrôle, qui est un lieu très sympa. Et puis après une première édition, puis une deuxième, puis une troisième, on s'est mis d'accord avec Grande Contrôle que l'événement marchait bien, que le rendez-vous se faisait vraiment. C'était vraiment un rendez-vous avec les enfants et avec les parents. Donc on a décidé de lancer des booms mensuels. Voilà. Donc c'est des booms plus avec des jeux géants qu'on construit nous-mêmes, donc des jeux plutôt originaux. Voilà, toujours une personne pour animer un petit peu tout ça, notre Madame Loyal, Lola Lou des Bois, voilà, et on invite à chaque fois, donc on a des résidents qui s'appellent le Donkey Kong Sound System, donc c'est eux qui jouent pour les enfants, des morceaux enfantins mais pas que. Oui. Et l'idée c'est à chaque fois d'inviter un spécial guest au platine. Voilà, un nom qui parle plus aux parents qu'aux enfants, parce qu'ils n'ont pas encore une culture des DJ. Voilà, et l'idée c'est parfois sur ces noms-là, de faire venir les parents et qui partagent un moment sur le dance floor avec les enfants. Voilà. En tout cas, c'est une super idée. Moi, j'avais déjà participé à la première édition. C'était au cirque électrique. J'avais adoré, vraiment. J'avais passé une après-midi formidable. Et tous les parents et les gens, il y avait un monde de fou. Et vraiment, j'ai un souvenir. Tous les parents étaient ravis parce qu'il y en avait vraiment pour tout le monde, autant pour les enfants que pour les parents et pour les plus grands. Vous allez recevoir qui là comme DJ Pour le mois d'avril, c'est surprise encore parce que c'est pas encore complètement déterminé pour tout vous avouer. D'accord. Mais la dernière, par exemple, c'était Alex Pan du duo Polo et Pan, et la prochaine, celle du mois de mai, parce que maintenant on passe en mensuel, celle du mois de mai, ce sera le duo Zombie. Donc on est hyper heureux d'accueillir tous ces DJ de renom qui veulent bien se prêter au jeu, de jouer pour les mini-mois de tous. Voilà. Très bien. Et donc ça se passe au Ground Control. C'est où exactement alors le Ground Control ? Alors ça se passe au Ground Control. Ground Control en ce moment, puisque c'est un lieu éphémère qui se balade d'endroit en endroit à Paris, et pour l'instant dans le 12e arrondissement de Paris, donc juste à côté de la gare de Lyon. C'est 81 rue de Charolais. Oui. Voilà, c'est hyper facile d'y arriver. On y arrive par gare de Lyon, par rue Diderot, par Bercy. C'est un lieu qui est très grand, donc qui est fermé. Donc ça, c'est bon à savoir pour les enfants. Ils peuvent pas s'échapper, oui. Voilà, sans surveillance. Il y a une grande cour extérieure très agréable, surtout là avec le début du beau temps, et une très très grande halle à l'intérieur. Voilà. À savoir que Grande Contrôle, c'est un lieu qui accueille plein d'événements intéressants, alternatifs. C'est un peu une autre manière de penser et de réfléchir. On est très heureux qu'ils nous accueillent et qu'ils produisent cet événement avec nous. Ce qui est bien à savoir, c'est que c'est gratuit. Oui. Donc tout le monde peut venir, tout le monde peut se déguiser. On a en général on travaille régulièrement sur des thèmes et en général la déco et les jeux vont avec le thème. Donc le prochain, c'est les petits aventuriers, puisqu'il y a un événement à Grande Contrôle sur les nouveaux explorateurs, et pour le mois de mai, ce sera sur l'espace. Voilà. Donc les enfants se déguisent, les parents aussi s'ils veulent. Voilà. Oui. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 20 avril, ça c'est pour le mois d'avril, et après c'est le deuxième, c'est 11 mai. Et on prépare pour cet été. Alors le mois de juin, malheureusement, on ne pourra pas faire de boom pour des questions d'agenda et d'événements de chaque structure. Mais après, au mois de juillet, ce sera le 27 juillet. D'accord. Pour la rentrée, on est encore en train de caler les dates, mais on aura une date en septembre, octobre, novembre. Voilà, jusqu'à la fin du lieu de ce lieu-là pour Grande Contrôle, qui de toute façon continuera ses aventures et ses pérégrinations ailleurs. Je vous remercie Aurore Menu, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Vous aussi, au revoir. Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel pour toute la famille hors contrôle, la boum des enfants. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est Une enfance brisée de Cathy Glass. Cathy Glass est mère d'accueil depuis 25 ans. Elle a déjà publié plusieurs témoignages sur les enfants placés chez elle. Violenté, ne dis rien, maman dit que c'est ma faute, la petite princesse de papa et l'enfant de l'enfer. Tous ces livres sont disponibles chez Archipoche. Une enfance brisée est le récit d'une enfant à la dérive, down, 13 ans, violentée, qui recherche une nouvelle famille. En conflit avec sa mère, cette jeune fille est confiée donc à Cathy Glass, parent d'accueil. Avec son allure douce et enfantine, sa bonne volonté et son besoin d'affection, la jeune fille semble équilibrée. Mais Cathy découvre bientôt que Down sèche les cours, rentre parfois ivre et surtout se scarifie. Même si Cathy et John, sa famille d'accueil, n'ont pas une grande expérience des ados en crise, ils vont faire tout leur possible pour aider Down à surmonter ses peurs et à retrouver la joie de vivre. Une enfance brisée de Cathy Glass, un livre qui m'a ému, bouleversé, un livre que je vous conseille vivement. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, à présent c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Je reçois Annelise Pernotte pour le guide pratique Avoir un enfant à 40 ans, ou presque, aux éditions Erol. Bonjour Annelise Pernotte. Bonjour Eric. Alors, vous êtes maman, consultante dans le digital, fondatrice du webzine Côté Bébé et co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque aux éditions Erol. Alors, parlez-moi de ce guide. Alors, ce guide, il a vraiment été conçu pour accompagner les hommes et les femmes qui ont un désir d'enfant, autour de 40 ans. Il est aussi dédié aux futurs parents et aux parents, puisqu'on va traiter toutes les problématiques liées à la parentalité. C'est-à-dire les problématiques de procréation, la grossesse, l'arrivée de l'enfant, les problématiques éducatives. Voilà, donc il s'adresse vraiment à toutes ces personnes. Alors la préface est signée de Serge Effès, psychiatre et psychanalyste spécialiste des thérapies famille. Oui, absolument. On aimait bien son travail, notamment ses écrits sur la fabrique de la famille, son engagement aussi pour la PMA et son ouverture d'esprit. En fait, tout simplement, aux familles aussi monoparentales, homoparentales. Donc on a fait assez spontanément appel à lui pour préfacer cet ouvrage sur la parentalité tardive. Alors vous avez coécrit avec la journaliste Agathe Giraud-Roux. Oui, Agathe Giraud-Roux, absolument, qui est également une maman un peu tardive, puisqu'elle a eu son fils autour de 37 ans. Voilà, et on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. On a eu envie de traiter un sujet ensemble et voilà, la thématique de la parentalité tardive s'est un peu imposée à nous parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien sur la question ou alors exclusivement des discours anxiogènes, hyper médicalisés et que personne n'en parlait de façon positive alors que c'était notre expérience à nous, une expérience plutôt positive de maman un peu tardive. Alors justement, qu'appelez-vous les parents tardifs ? Alors les parents tardifs, ce sont les parents qui vont accéder à la parentalité autour de 40 ans. Voilà, à partir de 40 ans et plus, même 45 ou voire 50 ans pour certains pères. Voilà, c'est ce qu'on appelle les parents tardifs. Alors il y a beaucoup de profils. La parentalité tardive, elle est plurielle. On a les familles recomposées avec l'envie de sceller une deuxième ou troisième union avec un enfant. Voilà, là en général on est un peu plus âgé. Il y a aussi toutes les familles monoparentales, les mamans, les femmes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de trouver le bon compagnon et qui vont avoir envie de faire une famille toute seule. Et là en général ça se passe un petit peu plus tard aussi. Et puis il y a aussi les working girls qui vont faire leur carrière et qui auront là encore pas forcément l'occasion de rencontrer la bonne personne et qui autour de 38 ans ont l'envie de faire un enfant. Et puis il y a les couples plus classiques qui ont déjà plusieurs enfants mais qui ont encore envie d'en faire un petit dernier pour la route comme on dit. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan d'infertilité ? Alors un bilan d'infertilité, en fait c'est un bilan médical qui permet de voir quelle est votre réserve ovarienne pour les femmes et quelle est la qualité de votre sperme pour les hommes. En fait, c'est un bilan qui va permettre de voir s'il y a des problèmes, des pathologies qui vont vous empêcher de faire un enfant. Alors j'ai découvert en lisant le livre que le stress et la pression peut être une des causes d'infertilité. Comment chasser le stress et la pression ?
Oui, tout à fait. C'est une des grandes causes d'infertilité. Ça peut même stopper l'ovulation chez la femme. Donc, c'est vraiment un facteur très important. Comment chasser le stress et la pression ? Il y a plusieurs solutions. Déjà, on peut faire un travail sur soi, peut-être, aller explorer un petit peu au fond de soi-même s'il n'y a pas des blocages psychologiques profonds. On peut également faire de la méditation, essayer de se relaxer. On peut aller en parler à un psy. Bref, il y a plein de solutions et c'est vraiment important de prendre en compte cette dimension psychologique dans l'aspect de procréation. Alors on entend beaucoup dans l'actualité la PMA, la GPA. Je ne l'ai pas forcément cité dans les profils au départ, mais il y a ces gens qui sont parents tardifs, non pas par choix, mais parce qu'ils sont passés par 10 ans de parcours de PMA. Alors les parcours de PMA, ça regroupe la FIV, les inséminations, les FIV par don d'ovocytes ou par don de sperme. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand débat en France. On se demande s'il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes, notamment aux mamans solo et aux lesbiennes, puisqu'aujourd'hui, la PMA, c'est vraiment très restrictif. C'est réservé aux gens qui ont des soucis, des pathologies avérées d'infertilité. Et sur le plan idéologique, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Il me semble que c'est assez normal que tout le monde puisse accéder à la PMA. Après, sur le plan plus pratique, c'est vrai que les experts rappellent qu'il y a quand même en France une grande pénurie de dons d'ovocytes, de dons de sperme, donc de dons de gamètes. Et cette ouverture à la PMA, il faut qu'elle soit bien accompagnée. Il serait peut-être intéressant de proposer aux donneurs de sperme ou aux donneuses d'ovocytes d'être rémunérés, voilà, de façon à motiver plus la population française, ou peut-être faire une campagne qui incite à la solidarité, parce que ne pas avoir d'enfant, c'est une vraie douleur. La GPA, alors, qu'est-ce que c'est ? Alors la GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est le fait de faire son enfant par une étrangère en quelque sorte. Ce sont plutôt les couples d'homosexuels qui ont recours à la GPA. Ça se pratique pas mal aux États-Unis. Ça soulève beaucoup de points de vue éthiques. Alors pour avoir beaucoup de problèmes éthiques, pour avoir discuté avec des couples d'homosexuels qui sont passés par là, il faut savoir que ce sont quand même des pratiques qui sont très très encadrées à l'étranger. En France, c'est interdit. J'ai oublié de le dire, mais c'est un point important. Donc les couples homosexuels qui souhaitent avoir un enfant vont à l'étranger, et c'est vraiment une pratique qui est donc très encadrée. Les mères porteuses ont des avocats, elles ont un suivi psychologique, donc c'est fait de façon très propre. Donc encore une fois, moi sur le plan idéologique, je n'y suis pas opposée. Je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Par contre, il faut l'encadrer très sérieusement. On ne peut pas faire n'importe quoi. On se retrouve toujours en compagnie de Annelise Pernotte juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Annelise Pernotte. Alors, quel bouleversement psychologique une femme ressent-elle lorsqu'elle est enceinte ? Si on parle un petit peu de la population des parents tardifs, une maman autour de 40 ans, elle peut angoisser un peu sur la suite. Elle peut se demander si elle va être à la hauteur, si elle va pas être trop vieille entre guillemets pour assurer pour se lever la nuit, pour s'occuper de son enfant. Pour les parents tardifs, globalement quand même ça se passe bien. Une maman quadra, elle peut avoir cette angoisse par rapport à l'âge, mais elle a aussi la maturité qui est vraiment un grand bénéfice et qui va l'aider à vivre cette grossesse sereinement. Alors on va parler des papas maintenant. Quelle place ont-ils et quelle place les mères doivent-elles donner aux pères ? Alors les papas quadra, quinquas, voire même sextagénaires, sont souvent des pères engagés, investis dans la parentalité. Donc ça, c'est un point très très positif de cette parentalité tardive. Et bien sûr, il faut leur laisser cette place, il ne faut surtout pas les démotiver. Il faut leur laisser prendre leur place de père, tout simplement, et ne pas faire barrage. Donc les laisser s'occuper de l'enfant au même titre que la maman, les inciter à emmener le bébé en promenade, proposer de raconter des histoires. On a des beaux témoignages là-dessus, de pères qui sont investis même en amont de l'arrivée de l'enfant, même au niveau de la grossesse, qui vont faire de l'autonomie, qui sont là à toutes les
échographies, qui participent aux préparations à l'accouchement. Pour conclure sur ce point-là, il faut vraiment laisser sa place au père, surtout au père tardif qui est investi et qui va vous permettre en tant que mère de souffler un peu, de vous reposer, voilà, et d'avoir un vrai partage des tâches. J'ai découvert également que les papas peuvent avoir le baby blues. Il y a 4% des papas. Oui, absolument. Il y a 4% des papas qui peuvent avoir le baby blues. Alors on n'a pas une finesse, on n'a pas la finesse des chiffres chez les papas tardifs, mais c'est vrai que les pères tardifs se posent un petit peu les mêmes questions par rapport à leur âge. Ils se demandent parfois s'ils pourront accompagner leurs enfants assez longtemps, parce que le temps est un peu plus compté, on va dire, autour de 40 ans. Et puis après, le baby blues, c'est quand même un processus assez complexe. Ça peut aussi être lié à votre enfance, à votre passif. Voilà, le fait de devenir père peut remuer beaucoup de choses et là encore, il peut être intéressant de se faire accompagner. Vous dites qu'il est important de communiquer avec ses enfants avec le sourire. Oui, absolument. Communiquer avec le sourire, oui, ça veut dire tout simplement avoir une attitude bienveillante et positive vis-à-vis de son nouveau-né, parce que on oublie souvent qu'un nouveau-né en fait ressent beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de recherches qui ont été faites par les neurosciences qui nous expliquent qu'un fœtus a la mémoire de tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, et un nouveau-né, il faut pas hésiter. C'est pas juste un tube digestif en fait. Il faut pas hésiter à être très présent, à beaucoup communiquer avec lui. Et évidemment, le sourire, c'est un des meilleurs outils. Quel conseil vous donneriez aux mamans qui se demandent si elles sont de bonnes mamans ? Je leur dirais de ne pas mettre la barre trop haute, parce que justement, quand on devient mère un peu sur le tard, on a tendance à être très exigeante avec soi-même et assez exigeante avec ses enfants. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais déjà, commencer par soi, commencer par déculpabiliser, par se détendre un peu. Même si on a lu tous les livres sur la parentalité, on ne sera jamais un parent parfait. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et puis, accueillir un enfant, c'est aussi de l'intuition, une forme d'instinct aussi. Enfin voilà, il faut s'écouter et pas se mettre des objectifs inatteignables. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait d'être maman ? Alors ça change pas mal de choses, ça change beaucoup de choses sur le plan de l'organisation, ça change pas mal de choses aussi par rapport au temps qu'on a pour soi. Voilà, c'est vrai que tout d'un coup on en a beaucoup moins, mais justement le fait de devenir maman à 40 ans, moi 41 ans, ça m'a quand même permis de ne pas être frustrée. Voilà, j'ai fait plein de choses avant. J'ai eu une vie très riche. J'étais bassiste dans un groupe de rock pendant toute une première partie de vie. Voilà, il n'y avait pas de place pour la maternité ou pour l'enfant. J'ai voyagé, j'ai vécu des choses assez incroyables. Donc oui, ça a changé des choses de devenir maman, mais plutôt positivement. À aucun moment j'ai senti de la frustration ou du regret. Non, c'était le bon moment pour moi. Clairement, c'était le bon moment. Alors, Que faire des mômes, c'est une émission pour toutes les familles. Quel conseil donneriez-vous aux couples homosexuels qui souhaitent avoir un enfant ? Je leur dirais de ne pas s'asseoir sur leurs désirs, voilà, clairement, d'essayer de mener ce projet à bien, que avoir deux papas, c'est pas moins bien pour un enfant que d'avoir un papa et une maman. Il y a des études qui ont été faites, moi que j'ai pu consulter, des études psychologiques là-dessus qui expliquent que les enfants qui ont grandi dans des familles homosexuelles ou lesbiennes se portent aussi bien psychologiquement que les autres. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Donc pour les couples homosexuels, malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc il faut aller à l'étranger, il faut faire une GPA. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Je vous remercie Annelise Pernotte, merci beaucoup. Merci Eric. Avoir un enfant à 40 ans ou presque aux éditions Erol, un livre à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter.
Je vous invite à commenter les articles sur quefairedesmoms.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or ou à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.